Xavier de Lausanne est un réalisateur et un producteur engagé, primé, nominé au César. Il fait notamment des documentaires pour le cinéma sur le thème suivant: comment un pays se reconstruit après la guerre. L'idée étant de montrer le beau après l'horreur, ce dont nous allons parler avec lui. Il a réalisé le documentaire Les Pépites avec 220 000 entrées au cinéma, ainsi que 9 jours à Raqqa notamment. Il travaille sur une trilogie sur le lien social en Syrie notamment. Irak et Syrie. Irak et Syrie. Bonjour Xavier de Lausanne. Bonjour Louis. Alors je finis quand même mon intro parce que votre dernier film s'appelle La beauté du geste. Il est sorti le 13 mars. Alors, je resitue un petit peu l'histoire. Récemment, Marie-France et Lacanat Despalières de l'association Pour un sourire d'enfant, donc à Phnom Penh, nous avait parlé de vous, nous avait parlé de votre film que je ne connaissais pas. Et ce film porte sur le ballet royal, classé au patrimoine de l'UNESCO, le ballet royal du Cambodge. Alors c'est évidemment un cadre, un prétexte, une esthétique aussi, pour parler de la reconstruction de l'identité d'un pays. On y voit ce qu'était le Cambodge avant la guerre, comment le ballet royal, la culture reprennent leur place et redonnent une raison d'être à un pays à qui on a tout pris dans une période terrible, celle des années 70. Et donc, c'est un beau sujet, le fait de savoir comment reconstruire après la guerre. Et comment se reconstruire, ça concerne le Cambodge, mais finalement, toutes les cultures sont concernées, Xavier de Lausanne, non ? Oui, toutes les cultures sont concernées, et puis aussi quelques pays, parce que dans l'actualité sombre d'aujourd'hui, on a quand même quelques pays en guerre, malheureusement. Et donc, on parle toujours de la guerre, on observe ces pays-là toujours à travers le prisme de la guerre, on les enferme sous une chape de plomb à cause de la guerre, mais une fois que la guerre se termine, on ne parle plus en fait de ces pays-là très souvent. Et c'est là où les enjeux sont importants, parce qu'il faut construire la paix, et c'est pas si difficile de faire une guerre, mais reconstruire une paix, ça c'est difficile, et il faut des outils, et la culture est un outil majeur pour ça. Et donc le ressourcement, si on prend le cas cambodgien, comment la chose s'est-elle passée, ce pays dont on aurait pu croire qu'il aurait été anéanti ? En fait, pardon, excusez-moi, le Cambodge est un cas vraiment particulier, puisque le génocide cambodgien, alors déjà, c'est un génocide politique, idéologique, hein, c'est pas un génocide ethnique. Donc le peuple s'est consumé de lui-même. Et je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'exemples dans le monde où un pays est retourné à ce point à l'âge de pierre. C'est un pays qui a absolument tout perdu, à commencer par ses élites. Et donc la reconstruction ensuite a été très longue, très problématique. C'est toujours un pays qui est en train de se reconstruire. Et surtout, c'est un pays extrêmement jeune aujourd'hui, et c'est une jeunesse qui cherche son identité. Les traumatismes sont toujours là, il va falloir plusieurs générations pour effacer ces traumatismes. Et donc la jeunesse aujourd'hui se pose la question, c'est quoi aujourd'hui être cambodgien après ce que le pays a traversé? Et donc la culture, la jeunesse se tourne beaucoup sur la culture pour pouvoir justement définir sa propre identité. On ne la définit pas forcément à travers la politique ni à travers le business, mais c'est souvent à travers les traditions ancestrales et à travers les arts. Et là, j'ai pris comme exemple la danse, parce que la danse fait vraiment partie de l'identité, de l'ADN de la culture cambodgienne. Et donc, c'était un formidable... Dans ses caractéristiques. Oui, dans ses caractéristiques, et puis aussi dans son histoire. Et donc, c'était un prisme, je trouve, extrêmement intéressant pour revisiter l'histoire récente du Cambodge et aller plus loin et donner une dimension universelle, en fait, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à cette observation. Xavier de Lausanne, un paradoxe, c'est que, à ma connaissance, les Khmers rouges ont voulu ressourcer le Cambodge à ses propres traditions par réaction à l'influence occidentale, ce que le pays était devenu avant, enfin dans le courant des années 70. D'ailleurs, vous le montrez à un moment dans le film, hein, c'était un pays qui était déjà très occidentalisé par certains côtés. Et donc, il y a eu une réaction anti-occidentale qui a mené au désastre. Hein. C'était ça, non ? En partie. Pas complètement, parce que c'est un pays qui était occidentalisé en fait dans sa capitale, à Phnom Penh, mais c'est un pays qui était extrêmement rural en fait. C'est pas un pays qui était du tout occidentalisé dans son ensemble. Et donc c'est pour ça que les Khmers rouges ont pu prendre position, parce que en fait ils ont leur idéologie a imprégné justement les campagnes, et des gens qui étaient peu éduqués. Il y avait très très peu d'écoles
dans les campagnes. Et au moment des colonies, l'administration française s'occupait des villes, mais elle s'occupait beaucoup moins des campagnes. Et au Cambodge, c'était une ville, c'était Phnom Penh. Et donc, du coup, c'est ça qui a provoqué des rages. Puis il y avait en fait un contexte historique aussi, une guerre qui était régionale entre le Vietnam, les États-Unis, la France avant. Donc, du coup, c'est tout ce terreau-là qui a favorisé l'avènement des Khmers rouges. Mais le point commun avec l'époque que l'on vit aujourd'hui, c'est qu'il y a aussi la volonté, dans plusieurs aires du monde, de désoccidentaliser. Ce que l'on a connu donc à Phnom Penh au moment où les Khmers rouges sont arrivés. Oui, mais ça fait partie de l'idéologie à la fois communiste et l'idéologie Khmer rouge. Et c'était l'idéologie aussi qui existait au Vietnam. Parce qu'il y avait l'idéologie qui venait de l'Europe quand même. Une idéologie qui est un héritage de l'Europe. Bah oui, en fait, les leaders ont été formés pour beaucoup en France et se sont servis justement des idées tirées de la Révolution française, notamment des idées tirées de la question de la liberté pour s'octroyer leur propre liberté, quoi. Les Cambodgiens n'en ont pas conçu d'amertume à l'égard de la France, ni de récrimination particulière. Non, en fait, ils ont tellement souffert du régime. Faut se figurer ce que c'était le régime Khmer Rouge. C'était d'une barbarie absolument inimaginable. Et donc, ils ont tellement souffert de ça que, évidemment, c'est pas quelque chose qu'ils regrettent. Et par contre, il y a des liens très forts qui sont restés avec la France. Et justement, c'est ce lien-là que moi, j'essaye de montrer dans le film. Pour une raison simple, c'est que au-delà de la politique, au-delà de ce qu'on peut penser de la question coloniale, ce qui est très important de savoir, c'est que le maintien en fait des arts traditionnels se fait souvent par transversalité. C'est-à-dire que, vous savez, des arts traditionnels qui disparaissent dans le monde, en fait, il y en a plein. Et il y en a plein, ils disparaissent parce qu'on ne les connaît pas. Donc, ça émeut personne. Donc, si ça émeut personne, ils disparaissent et point barre. Alors qu'une tradition artistique qui est reconnue au-delà de ses frontières permet justement sa survie en cas de crise majeure. Et c'est ce qui s'est passé notamment pour la danse, le classique Khmer, ce ballet royal, qui justement avait, grâce à des personnages illustres, notamment comme Rodin, qui a rencontré des danseuses du ballet royal en 1906, a fait que c'est un art qui a été reconnu au-delà de ses frontières. Et donc, après la période Khmer Rouge, où quand même 90% des artistes avaient disparu et ont été tués, c'est vraiment monstrueux, en fait, ce lien-là, en fait, a permis de faire exister à nouveau cette tradition et cet art. Et a permis de transmettre une identité. Oui, parce que encore une fois, l'identité du Cambodge sous la période Khmer Rouge a été complètement anéantie. Donc il a fallu la reconstruire. Et ça, c'est le rôle, justement, en ce qui concerne les arts, des 10% survivants qui ont remonté pas seulement la danse, mais aussi toute la tradition folklorique, parce qu'il y avait beaucoup de folklore au Cambodge. Et en remontant, ont été à nouveau invités progressivement à l'étranger, notamment en France. Le Ballet Royal s'est produit pour la première fois à la Maison des Cultures du Monde à Paris. Ça a été la première institution qui a accueilli à nouveau le Ballet Royal en dehors de ses frontières, et c'était une manière de refaire vivre cet art et de le faire survivre, en fait. Xavier de Lausanne, entre le moment où vous avez tourné Les Pépites, c'était au milieu des années 2000. Oui, c'était effectivement 2013, 2014. Voilà. Et donc, il y a quelques années, mais bon, entre ce moment-là et le Cambodge tel qu'il aujourd'hui renaît, est-ce que vous voyez que ce pays est reparti sur la voie de la renaissance culturelle et la renaissance de son identité? Certainement. C'est en fait, c'est un pays qui est en pleine évolution, en plein essor, qui repense justement son identité. C'est un pays extrêmement jeune. Aussi extrêmement jeune, vous avez une jeunesse qui est très très active, et donc c'est fascinant. Moi, c'est des contextes qui me fascinent, parce que on est dans une évolution permanente, en fait. Donc vous arrivez à un temps T
vous observez le pays, vous arrivez 3 ans après, et tout un tas de choses ont changé. Donc c'est fascinant en fait de voir cette évolution. C'est pas la même histoire du tout. Encore une fois, c'est un pays qui est parti dans les années 80 de l'âge de pierre. Hein. Donc vous imaginez la possibilité d'évolution qui existe. Et le Cambodge est encore aujourd'hui au début de son évolution. On n'imagine pas ce que ça va être encore dans 10 ans ou dans 20 ans. Alors Xavier de Lausanne, la capacité des pays qui ont connu l'horreur de se reconstruire à travers ces arts traditionnels et ce patrimoine, est-ce qu'on peut les identifier? Est-ce qu'il y a un moyen de faire école en fait à partir de ce film que vous avez tourné? Moi, je travaille aussi sur Si on prend l'Irak, justement, l'Irak et la Syrie. Exactement, sur une trilogie entre l'Irak et la Syrie, sur la reconstruction du lien social à travers 3 expériences, la politique, les médias et la culture et l'éducation. Et donc, la politique, c'était 9 jours à Raqqa, qui est sorti il y a 2 ans. Les médias, c'était En toute liberté, qui est sorti l'année dernière. Et le 3e volet va s'appeler Mossoul Campus. Il sortira en 2025 sur les étudiants de l'université de Mossoul et la reconstruction de la grande bibliothèque de l'université de Mossoul qui a complètement brûlé sous Daesh. Et donc, là aussi, on est sur un symbole fort de l'importance de la culture comme rempart contre les extrémismes, contre le fondamentalisme, contre l'obscurantisme. Enfin, beaucoup de mots en isme, finalement. Ça vaut pour toutes les cultures, ça vaut dans tous les contextes, cette capacité à utiliser le patrimoine. Oui, en fait, justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire forcément une observation sur la guerre, parce que ça, beaucoup de journalistes le font très bien, mais c'est d'avoir une observation sur l'après-guerre. Et donc, c'est intéressant, en fait, de voir comment on traite de l'après-guerre. Et dans les actus, dans l'actualité, l'après-guerre, elle est systématiquement traitée par la politique ou par les infrastructures. Donc, on dit, alors là, c'est ce qui passe à Gaza. La guerre à Gaza continue, c'est absolument épouvantable. On nous parle déjà de reconstruction et on nous dit déjà combien de milliards il va falloir pour reconstruire Gaza. Ouais, mais enfin bon, reconstruire, en fait, c'est pas que les infrastructures. C'est reconstruire une société qui a souffert. Justement, la guerre a la faculté de diviser, en fait, la société. Or, une nation, c'est toujours pluriel et toujours composé de plusieurs communautés. La guerre divise ces communautés et donc fait perdre l'identité de la nation. Et après, il faut reconstruire cette identité. C'est très important pour les gens qui ont souffert d'une guerre de se raccrocher à leur identité, mais à l'identité de leur nation, ce qui faisait leur unité, en fait. Et ça, il faut des outils. Et on parle très peu de la question de la culture dans ce cadre de la reconstruction. Or, la culture, c'est absolument majeur. Et moi, je le vois, là, notamment en Irak, sur ce film qui s'appelle Mossoul Campus, donc il sortira en 2025, où on montre la reconstruction d'une bibliothèque qui a complètement brûlé, comme symbole pour les jeunes, comme symbole justement pour repenser leur société. Et c'est un symbole de culture. On y trouve tous les livres ? On y trouve en fait de plus en plus, parce qu'ils sont aidés d'un peu partout pour justement réapprovisionner leur... Mais il n'y a pas d'interdit religieux, c'est ce que je voulais dire. Non, mais c'est... on va pas parler de Mossoul parce qu'on aura l'occasion d'en parler après, mais c'est fascinant de voir la différence entre le regard qu'on peut poser sur ce genre de communauté ou de culture ou de pays à travers les actualités et ce qui se passe sur le terrain. La différence, elle est énorme et c'est ce que j'aime, moi, justement, montrer. Et en parlant de la culture et en revenant au Cambodge, il y a 2 symboles, en fait, qui identifient le Cambodge, qu'on utilise toujours pour identifier le Cambodge. C'est Angkor Wat, qui figure d'ailleurs sur le drapeau cambodgien, et une danseuse apsara. Voilà, 2 symboles de culture. Donc, ça dit à quel point, en fait, la culture et les arts, en fait, sont absolument prioritaires dans le cadre d'une reconstruction. On n'en parle pas assez. Si on devait prendre Gaza, justement, Xavier de Lausanne, que vous avez cité, et Gaza, c'est une ville millénaire, plurimillénaire même. Et donc, il y a un patrimoine en soi qui devrait être beaucoup plus valorisé, dont on parle finalement peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à Gaza à propos du patrimoine ? Qu'est-ce qui est détruit en ce moment, en fait ? Les immeubles, certes, des familles meurent sous les décombres, mais le patrimoine est détruit. C'est-à-dire qu'il y a une véritable attaque, en fait, de ce qui fait l'identité
justement palestinienne. C'est une intention qui n'est pas forcément dite comme ça de la part des Israéliens, hein, je suis désolé de le dire, mais il y a une intention réelle en fait, de détruire l'identité palestinienne de Gaza et les monuments de culture là qui sont en train de disparaître, le patrimoine culturel, les monuments ancestraux extrêmement anciens qui sont en train d'être écrasés sous les bombes à Gaza, c'est absolument terrible. Et donc, tuer une identité, c'est détruire le patrimoine. Ça se reconstruit aussi, évidemment. Oui, ça se construit, c'est ce qui se passe en ce moment, notamment à Mossoul, où vous avez tout le Mossoul ouest, tout le patrimoine, le vieux patrimoine de Mossoul qui a été complètement écrasé sous les bombes lors de la libération de Mossoul, parce que les combattants de Daesh s'étaient réfugiés dans cette zone de la ville-là. Aujourd'hui, l'UNESCO, notamment, fait un travail énorme à Mossoul pour reconstruire ce patrimoine. Et encore une fois, c'est un patrimoine qui était connu à l'extérieur de ses frontières, et donc c'est une association, une organisation étrangère qui essaie de favoriser la reconstruction de ce patrimoine. Le Cambodge est bouddhiste et il ne semble pas que cette reconstruction culturelle se fasse en désaccord avec le bouddhisme. Il y a une sorte d'entente entre la culture et la religion. Bien sûr, parce que c'est au Cambodge, mais justement, Xavier de Lausanne, en France, c'est plus compliqué sur ce terrain-là. Je ne sais pas, c'est difficile de comparer le Vous voyez la polémique sur l'affiche des Jeux Olympiques. Ouais. Par exemple, on retire la croix des Invalides sur l'affiche des Jeux Olympiques. Il semble que le religieux ait moins sa part dans la culture chez nous qu'il ne l'a ailleurs. Alors, disons qu'il y a plus de crispation chez nous sur la question religieuse qu'il n'y a ailleurs. C'est vrai qu'en Orient, si je vois en Irak et en Syrie, par exemple, la religion fait complètement partie de l'organisation de la société. Donc, en fait, il y a beaucoup moins de crispation. Et c'est pareil, on nous parle toujours des extrémismes. Hein. On regarde toujours ces sociétés là par cette petite fenêtre, par ce petit trou de la lorgnette de l'extrémisme. Mais en fait, la plupart des gens ne sont pas des extrémistes et vivent leur religion d'une manière très apaisée. Et ce sont des communautés ce sont des mosaïques de peuples, en fait. Et avant la guerre, ils cohabitaient, ils vivaient pas complètement ensemble, mais en tout cas les uns à côté des autres, et c'était quelque chose de très naturel. Moi, j'ai fait un film aussi il y a longtemps qui s'appelait D'une seule voix sur des musiciens venus d'Israël et de Palestine, notamment de Gaza, de Cisjordanie et tout, qui faisaient une tournée ensemble. Et vraiment, la question religieuse, elle était très secondaire parce que elle est tellement naturelle que ça provoque pas du tout de crispation comme ici. Et au Cambodge, c'est la même chose en ce qui concerne le bouddhisme. Que sont-ils devenus justement, ces musiciens, ces choristes ? C'est terrible parce que les musiciens de Gaza, moi j'étais plus ou moins en contact avec le chef du groupe de Gaza qui aujourd'hui est parti en Égypte et au Caire, il a tout perdu, il a perdu tous ses biens à Gaza, il est parti dans des conditions absolument atroces et aujourd'hui il le vit très très mal, voilà. Et puis de l'autre côté, je suis en lien aussi avec quelques musiciens israéliens qui étaient très ouverts au moment de cette expérience-là et qui aujourd'hui ont radicalisé leur pensée, quoi. Et Israël est un cas, en fait, Israël-Palestine est un cas où la culture, où la société civile qui est assez diverse et qui est traversée par des courants pacifiques aussi importants, en fait, se heurte quand même à un verrou politique très fort. En fait... C'est là que la culture reste quand même secondaire par rapport à... Ouais, encore une fois, c'est ce qu'on pense en fait. Mais sinon, ça aurait changé. Or, on reste, le mot d'ordre en Israël, ça reste sécurité, sécurité, c'est tout. Oui, il y a une manipulation politique aujourd'hui en Israël qui est absolument terrible. Ça, c'est sûr. Moi, je vais pas trop rentrer dans ces débats parce que je connais pas suffisamment bien la situation en Israël aujourd'hui. Ce que je déplore, je trouve ça terrible et la responsabilité de la communauté internationale aussi est extrêmement grande sur cette question et je trouve ça terrible que aujourd'hui on n'ait pas pu construire en fait la paix en Israël depuis le temps que ça dure. Le Cambodge, lui, s'en est sorti par ses propres ressources en puisant dans son propre capital. C'est-à-dire C'est-à-dire que la communauté internationale en fait n'a pas fait grand-chose pour tourner la page des Khmers rouges quand même, non ? Il y a eu des procès qui ont traîné en longueur. J'ai vu même qu'une scène était revenue comme sénateur. Vous avez vu ça ?
Oui, mais là aussi, moi, si vous voulez, je trouve qu'il ne faut pas simplifier, en fait. Encore une fois, on a une observation par le prisme de la politique. Faut pas simplifier. On exagère son influence, c'est ce que je veux dire. Oui, je sais pas, mais en tout cas, on peut dire ce qu'on veut, mais le Cambodge aujourd'hui, et vous savez, sortir de la situation que le Cambodge vivait entre les années 70 et les années 80, le pari, il était extrêmement difficile. Aujourd'hui, Mais ce que je veux dire, c'est qu'on ne les a pas aidés particulièrement. Si, on peut pas dire qu'on les a pas aidés. Vous avez énormément d'organisations. Le Cambodge est un pays où d'un point de vue humanitaire, oui. Oui, d'un point de vue humanitaire, d'un point de vue politique. En fait, il y a beaucoup de collaborations, notamment au niveau de la justice, en fait, qui se sont montées entre la France et le Cambodge. Vous savez, le Cambodge, dans les années 80, il n'y avait pas d'état civil. Hein, on pouvait tuer, des enfants pouvaient mourir, notamment sur la décharge à ordures. C'est l'histoire de PSE. Les enfants pouvaient mourir sur la décharge à ordures sans que ça émeuve qui que ce soit, puisqu'ils n'étaient pas connus, ils n'étaient pas identifiés. Donc vous imaginez, en 80, il n'y avait pas d'identité, pas d'état civil au Cambodge. Donc la progression, elle est énorme. Et cette progression, elle s'est faite encore une fois par transversalité. Elle s'est pas faite toute seule. C'est qu'ils ont collaboré avec des pays étrangers, que ce soit les États-Unis, que ce soit les Japonais, que ce soit les Français et d'autres, pour pouvoir reconstruire et repenser le pays au-delà de la question purement politique. Xavier de Lausanne, dernière question. Des pays environnants du Cambodge, Vietnam, Laos, ont connu un développement comparable ou se sont inspirés de cette trajectoire ? Ce sont des cultures différentes. On a tendance à mettre l'Asie du Sud-Est dans un même panier, mais vous prenez des Vietnamiens, des Thaïs, des Cambodgiens, des Laotiens, c'est 4 cultures différentes. Donc ils ont leurs trajectoires qui sont différentes les uns des autres. Mais ils ont aussi beaucoup souffert. Ils ont beaucoup souffert par une période qui était terrible dans ces années 50, 60, 70, avec notamment la guerre au Vietnam. Ça a impacté toute la région. Et voilà. Et donc ils ont essayé de s'en sortir, mais l'histoire du Cambodge est très particulière par rapport, encore une fois, par rapport aux autres. Et cette histoire du ballet royal, en fait, elle est très particulière et elle permet de créer, je vais vous dire, elle permet, La beauté du geste, donc ce film, l'idée c'était de créer de l'émerveillement sur cette culture au-delà de ce que le pays a traversé. Eh bien justement, l'émerveillement, ça sera votre dernier mot, Xavier de Lausanne, le ballet royal, à travers La beauté du geste, votre dernier film documentaire. Merci beaucoup, à bientôt. Merci.